Comment est-ce possible qu'un simple code, juste quelques lettres dans notre ADN, puisse donner naissance à toute la complexité du vivant? D'une méduse à un lapin, c'est ce mystère fondamental qu'on va explorer ensemble. Alors, pour bien comprendre, on va partir de deux exemples de génie génétique qui ont l'air de relever de la science-fiction. À gauche, des scientifiques ont pris un gène de méduse qui produit de la lumière et l'ont mis dans un lapin. Et le lapin est devenu fluorescent. À droite, un gène issu d'une bactérie a été intégré dans du maïs, ce qui le protège contre certains insectes. Du coup, ça nous amène à une question qui est fondamentale en fait. Comment l'information génétique d'une méduse peut-elle être lue et comprise par les cellules d'un mammifère? Comment ça se fait que ça marche? Le fait même que ces transferts fonctionnent, c'est la preuve que le code génétique est universel. C'est comme si tous les êtres vivants, de la plus petite bactérie à nous, lisaient et comprenaient le même langage. C'est vraiment ça la clé. D'accord. Donc, on a un code universel. Mais concrètement, comment passe-t-on de ce code, de cette information, à quelque chose de physique, de visible? Pour le comprendre, on va faire le chemin à l'envers. On va partir d'un trait observable, ce que les scientifiques appellent un phénotype macroscopique. Prenons un exemple simple, la couleur de la peau. Si on prend un microscope et qu'on regarde de plus près, on change d'échelle. On arrive au niveau cellulaire. La couleur de la peau, elle, vient de cellules bien particulières, les mélanocytes. Ce sont elles qui fabriquent le pigment, la mélanine. Et on peut aller encore plus loin, au niveau moléculaire. C'est là que ça se passe vraiment. Une protéine spéciale, une enzyme appelée tyrosinase, agit comme une petite usine. Elle prend une molécule, la tyrosine, et la transforme en mélanine. C'est elle qui fait tout le travail. Et là, on boucle la boucle. Parce que le plan de montage de cette petite usine, de cette protéine, eh bien, il est écrit noir sur blanc dans un morceau d'ADN. Et ce morceau d'ADN, c'est ce qu'on appelle un gène. Voilà le lien. Le gène contient l'instruction pour faire la protéine, et la protéine produit le trait qu'on observe. Ok, mais là, on a un petit souci, un vrai casse-tête logistique. Imaginez le grand plan directeur, l'ADN, est enfermé en sécurité dans le noyau de la cellule. Mais les ateliers de fabrication des protéines, eux, sont à l'extérieur, dans ce qu'on appelle le cytoplasme. Alors comment on fait passer l'information du coffre-fort aux ateliers? Le plan original ne peut pas sortir. Il faut donc trouver un moyen de transmettre les ordres. Il faut un coursier, un messager. Et la solution de la cellule, elle est géniale. Au lieu de sortir le plan original, elle en fait une photocopie temporaire et mobile. Cette photocopie, c'est une molécule qui ressemble beaucoup à l'ADN, mais qui s'appelle l'ARN. On voit tout de suite une grosse différence. L'ARN n'a qu'un seul brin. Ce tableau résume parfaitement pourquoi l'ARN est le messager idéal. Il est plus court, plus simple et surtout, regardez sa durée de vie, très courte. C'est un message à usage unique. Il est fait pour être lu puis rapidement détruit pour éviter que l'information ne traîne. Ce processus de copie a un nom, c'est la transcription. Une enzyme, l'ARN polymérase, se comporte comme une photocopieuse moléculaire. Elle lit le gène sur l'ADN et fabrique la copie correspondante qu'on appelle l'ARN messager ou ARNM. Bon, notre message, notre copie est prête, elle a quitté le noyau. Maintenant, il est temps de la lire et de construire quelque chose avec. Mais juste avant, un petit fait qui peut surprendre. Le génome humain contient environ 21 000 gènes. Pourtant, notre corps est capable de produire bien plus de 100 000 protéines différentes. Comment est-ce possible avec si peu de gènes? Il doit y avoir une astuce. Et l'astuce, la voici. Ça s'appelle l'épissage alternatif. C'est un peu comme du montage vidéo. Avant que le message ARN ne quitte le noyau, la cellule le monte. Elle peut choisir de garder certains passages, d'en enlever d'autres, de les assembler dans un ordre différent. Et avec un seul rush de départ, un seul gène, elle peut créer plusieurs films finaux, plusieurs protéines. C'est une façon incroyablement efficace de générer de la complexité. Une fois dans le cytoplasme, le message est pris en charge par une machine moléculaire fascinante, le ribosome. Et ce ribosome a une particularité, il ne lit pas le message lettre par lettre. Non, il le lit par groupe de 3 lettres. Ces mots de 3 lettres, ce sont les codons. Et ce tableau, c'est tout simplement le dictionnaire universel. C'est le traducteur qui permet de passer du langage de l'ARN, avec ses 4 lettres, au langage des protéines, avec ses 20 briques de base, les acides aminés. Chaque mot de 3 lettres correspond à une brique bien précise. Le processus de traduction, lui, se fait en 3 temps. D'abord, l'initiation. Le ribosome s'accroche au début du message. Puis, l'élongation. Il glisse le long du message, lisant les codons un par un et assemblant la chaîne de protéines. Et enfin, la terminaison. Il arrive à un codon stop et là, il libère la protéine toute neuve qui va pouvoir aller faire son travail.
Tout ce système est incroyablement bien huilé. Mais il n'est pas infaillible. Que se passe-t-il quand il y a une faute de frappe dans le plan original, dans l'ADN? Le changement d'une seule lettre peut avoir des conséquences très différentes. Parfois, ça ne change absolument rien. Le bon acide aminé est quand même ajouté. C'est une mutation silencieuse. D'autres fois, ça change une brique de la protéine. C'est une mutation faux sens et l'effet peut aller de négligeable à catastrophique. Et puis, il y a la mutation non-sens. La lettre changée crée un signal stop au milieu de la recette. La production s'arrête net. Mais encore plus grave, c'est quand on ajoute ou qu'on enlève une lettre. Ça décale tout le cadre de lecture. Imaginez une phrase composée de mots de 3 lettres. Si on enlève la première lettre, tous les mots suivants sont décalés et n'ont plus aucun sens. Le message devient complètement illisible à partir de l'erreur. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est que ce code est à la fois incroyablement élégant, universel, mais aussi fragile. C'est vraiment ce fil invisible qui nous relie tous, du plus simple microbe au plus complexe des animaux. Et ça nous laisse sur une dernière réflexion. On a un système qui est fait pour être le plus fidèle possible. Mais paradoxalement, ce sont ces rares erreurs, ces imperfections, ces fameuses mutations, qui sont la source de toute la diversité du vivant et le véritable moteur de l'évolution. La vie, en somme, n'est autant de la règle que de l'exception.